Dès que le procès fut levé, Nemo se précipita vers Axine. Il ne savait pas vraiment quoi lui dire, mais leur bref échange semblait avoir créé un lien. Les scorpiros alentour se dispersèrent, tous se désintéressaient de Nemo, tous, sauf la matriarche Théna qui vint le chercher. Elle l'escorta jusqu'à une hutte sommaire aménagée entre deux arbres morts. Malgré ses questions, elle ne lui expliqua rien. Quand il entra dans la hutte, il fut saisi à la gorge par une atmosphère enfumée. Axine l'attendait, allongée de l'autre côté d'un petit tas de braise qui constituait la seule source de lumière. Théna s'installa sur le côté et, avec une habileté impressionnante, commença à préparer un breuvage, en broyant des herbes dans des récipients et en les mélangeant à des substances colorées, plus ou moins liquides, plus ou moins visqueuses. Après de longues minutes de silence studieux, elle mit sa préparation à chauffer sur les braises et consentit enfin à parler. « Axine, ma chérie, il te reste peu de temps. Es-tu prête ?» Elle siffla une faible approbation. « Nemo, en vertu de ta condamnation, tu vas remplacer Axine. »« La remplacer ? C'est-à-dire » demanda-t-il interloqué. « Tu vas devenir elle. Vous ne ferez plus qu'un. » Malgré les tonnes de questions qui se bousculaient dans sa tête, Nemo resta quoi ? Théna ne fit rien pour l'encourager. Elle saisit le récipient qui ressemblait à une grande bogue, creuse et sombre, et le tendit à Axine. « Bois. » La scorpiro mourante s'exécuta. « À présent, choisis. » Axine sembla hésiter, puis tendit sa pince gauche. Théna la prit délicatement avec son unique pince restante et attendit. Elle semblait prendre son pouls. Bientôt, Nemo vit Axine s'affaisser doucement comme si elle s'assoupissait. Il entendit chuchoter d'une voix faible ce qui ressemblait à un mot. « Adieu, main. Adieu, main. » répéta Théna à peine plus fort. Puis d'un coup sec, elle lui sectionna la pince. Nemo eut un mouvement de recul, mais la fumée environnante avait déjà entamé sa volonté. Il se sentait lui aussi engourdi et somnolent. Il vit Théna incliner la pince dans le récipient. Un liquide jaunâtre s'en écoula. Elle prit soin de ne pas en perdre une seule goutte. Puis, après l'avoir mélangé, elle tendit le récipient à Nemo. « Bois. » Il hésita à peine. Il avait accepté son sort. Il avait renoncé. Il avait envie de dormir. Il but d'un trait le liquide qui, à dire vrai, lui évoqua brièvement une sorte de miel très épicé. « Adieu, main. » conclut Théna d'une voix cérémonieuse. « Adieu, main. » répondit-il du bout des lèvres, alors qu'un sommeil irrésistiblement lourd le happait. Il tomba doucement. La chute lui sembla durer des heures. Le contact du sol tiède, loin de l'arrêter, lui donna l'impression de freiner doucement une descente en spirale infinie. Sa conscience se perdit loin, très loin en dessous de la hutte encore fumante. Axine s'éveilla lentement d'un sommeil particulièrement lourd. De quoi avait-elle rêvé déjà ? Il y avait une lame, un bipède, une douleur. Son bras gauche, amputé de sa pince, la lançait douloureusement. Je croisais un bipède et il me la tranchait, oui, ça doit être ça, pensa-t-elle. Elle sortit de la petite hutte, le matin était déjà plus qu'entamé. Ses amis s'affairaient tout autour, personne ne l'avait réveillée. Était-ce lié à son état engourdi et un peu nauséeux ? Ces derniers temps, elle avait eu la pince lourde sur le nectar fermenté. « Ah, Axine, te voilà, tu te sens mieux ?» Le scorpiro affable qui avait émis les sifflements, comment s'appelait-il déjà ? Portait un tas de bois mort enroulé dans sa queue en spirale. « Bien, merci, mais il est tard, non ? J'ai l'impression d'avoir dormi une éternité. »« Tu avais besoin de récupérer, voilà tout !» siffla-t-il d'un ton trop enjoué pour être naturel. « Tu te sens l'attaque ? On a commencé à déblayer la cascade. » Axine suivit le mouvement des scorpiros jusqu'à une petite rivière boueuse qui débouchait difficilement entre deux arbres morts. Des branches noircies l'obstruaient sur toute la largeur. Elle prit plus que sa part de bois, appréciant la force de sa queue musculeuse, et l'entassa avec toutes les branches déjà rassemblées par les autres. « À toi l'honneur, la dormeuse. Tu nous as fait une sacrée trouille, après tout. » Elle choisit une branche stratégique, à la fois sèche, épaisse et transversale à la base du tas. Elle y posa son dard incandescent
et enflamma le bûcher de fortune. Tout le monde la regardait avec un mélange de fierté et de tendresse. Elle avait vraiment dû abuser du nectar fermenté cette fois. Pour échapper à tous ces regards si bienveillants qu'ils en étaient gênants, elle décida de partir seule dans une direction pour trouver un autre tas de bois mort à brûler. Encore engourdie, elle prit un immense plaisir à parcourir ainsi la forêt un peu au hasard. Elle avait l'impression de redécouvrir ses sens pour la première fois. Les courants d'air qui lui indiquaient les zones les moins boisées, le parfum subtil de la pourriture, parfois prégnant, parfois à peine perceptible, le bourdonnement des insectes, les moustiques qui indiquaient l'eau stagnante, les guêpes qui indiquaient le nectar et les taons qui indiquaient l'herbe sèche, alliés à sa vue triangulaire au ras du sol, lui offraient des repères sûrs. Son ouïe était tout entière tournée vers les vibrations du sol. Elle savait ainsi en permanence combien de scorpiros étaient autour d'elle et à peu près à quelle distance. Et loin, très loin, elle sentait une autre vibration, plus discrète. Des bipèdes. Axine prit soin de marcher dans la direction opposée. Une mauvaise rencontre était vite arrivée, et elle gardait à l'esprit des bribes de son cauchemar dans lequel un bipède lui tranchait la pince gauche. Comme celle-ci lui manquait. Elle n'aurait su dire depuis combien de temps elle l'avait perdue, mais elle sentait encore distinctement son membre fantôme, l'émanation de ce qu'était autrefois sa pince. Elle brûla peu de bois ce jour-là, préférant flâner et profitant de ses incroyables perceptions. Elle se surprit même à rester immobile plusieurs minutes pour observer à bonne distance une importante colonie de fourmis rouges, qui, ayant fait main basse sur un arbre pas tout à fait mort, transportait en convoi merveilleusement organisé toutes les feuilles, toutes les graines et toutes les miettes de nourriture qui pouvaient permettre à la communauté de survivre. Axine but beaucoup ce jour-là. Conséquence sans doute de ses excès de nectar fermenté, la tête lui tournait facilement. Pour une raison inexplicable, la vue des flaques boueuses et grouillantes de larves et de vers lui souleva le cœur à plusieurs reprises. Aussi étrange que l'idée puisse paraître, elle utilisa son dard incandescent pour faire bouillir les flaques les plus claires avant de les boire, évitant au maximum de manger les larves qui remontaient immanquablement jusqu'à sa gueule à demi fermée, et laissant les flaques les plus peuplées intactes. Elle croisa plusieurs de ses congénères, eux aussi en solo. Tous la traitèrent avec leur gentillesse et leur politesse habituelle, mais ces frasques de la veille devaient décidément être d'ampleur, tant tous lui adressèrent des regards chargés de bienveillance. À la fin de la journée, alors que ses pattes étaient bien trop engourdies pour le peu d'efforts qu'elle avait livré, elle se décida à manger. Il lui fallut longtemps pour trouver le bon arbre. Il n'y avait évidemment pas l'ombre d'un fruit à l'horizon. Elle dut s'éloigner loin, très loin du campement central pour dénicher son bonheur. Ses sens tendus à l'extrême, elle laissa la terre la guider. Quand elle eut trouvé un arbre mourant, déjà condamné mais contenant encore quelques gouttes de vie intactes, elle s'arrêta. « Bonjour, petit arbre, siffla-t-elle. Il te reste bien peu de vitalité. Je peux le voir et le sentir. Je te demande l'autorisation d'abréger ton agonie. Ainsi, j'absorberai ta vie, je pourrai survivre et tu vivras en moi. Y consens-tu » L'arbre ne répondit pas. Évidemment que l'arbre ne répondit pas. Mais Axine sentit qu'il y consentait, que la terre y consentait. Elle le sentit comme une impression d'harmonie au plus profond de son être. Alors elle laissa son dard briller jusqu'à devenir incandescent et le planta d'un geste chirurgical dans la partie la plus tendre du tronc, où il pénétra sans difficulté. La vitalité de l'arbre s'écoula de ses racines à l'extrémité de ses branches jusque dans le dard. Alors qu'il finissait de noircir, elle sentit un regain d'énergie la gagner et toutes ses petites douleurs la quitter. Quand elle eut fini, Axine retira doucement son dard et dit dans la langue sifflante des scorpiros : « Je te remercie pour la vie. Je jure d'en faire bon usage. Je fais désormais partie de toi et toi de moi. » Elle retint ensuite un long, très long relent écœurant, à la fois amer et épicé, qui la traversait de la queue à la tête, avec des douleurs particulièrement fortes dans l'estomac. Quelle misère de ne plus avoir de fruits et de devoir se nourrir de pauvres arbres innocents, songea-t-elle. Après quoi, elle reprit la direction du feu de camp central, bien décidée ce soir à être plus raisonnable sur le nectar fermenté. Le lendemain et les jours suivants, sa méforme s'estompa. Bien sûr, sa pince fantôme la faisait toujours souffrir.
Mais à part l'étrange réflexe de dégoût face à certaines flaques avant de les boire, et le merveilleux sentiment de redécouvrir sporadiquement ses sensations, sa vie reprit son cours normal. Bien sûr, les regards à son encontre restaient d'une bonté désarmante, mais elle s'en était ouverte à Théna, la matriarche, qui lui avait expliqué qu'elle aussi, depuis la perte de sa pince, avait senti un regain de compassion qui n'avait jamais vraiment disparu. Axine décida d'en prendre son parti. Après tout, il n'y avait rien de si terrible à être l'objet d'attentions bienveillantes. Même si, à bien y prendre garde, elle sentait souvent dans les vibrations même infimes du sol que d'autres scorpiros semblaient la suivre de loin, chaque fois qu'elle s'éloignait un peu trop du feu de camp central. De temps en temps, elle sentait aussi la présence des bipèdes, dans leurs pas lourds et lents. Bien sûr, ils étaient loin, et elle prenait soin de ne pas s'en approcher. Les bipèdes sont tellement imprévisibles, se disait-elle. Un soir sur 2 ou 3, elle consommait la vitalité d'un arbre mourant. Il lui arrivait de se sentir affamée, mais l'heure était au rationnement chez les scorpions. Ils faisaient de leur mieux pour que la forêt produise à nouveau des fruits, mais en attendant, ils étaient si rares que la communauté les réservait aux plus jeunes individus, ceux qui étaient encore en pleine croissance. Chaque nuit, pour oublier la faim et ses sensations étrangères, elle rentrait au feu de camp central, et bien souvent avait la pince un peu lourde sur le nectar fermenté. Ça au moins, ils en avaient en abondance. Elle oubliait aussi bien vite la faim et la vacuité de la vie, s'endormant lourdement d'un sommeil dont les rêves s'évaporaient sitôt qu'elle ouvrait les yeux au matin. Elle n'en gardait qu'une drôle d'impression, celle d'avoir vu des choses graves ou effrayantes, des choses qu'il valait mieux oublier. Certains jours, elle se réveillait habitée par un sentiment d'urgence aussi pressant qu'inexplicable. Et souvent, le matin comme le soir, il lui semblait apercevoir du coin de l'œil un oiseau aux grands yeux jaunes qui la surveillait. La terre avait beau lui souffler que l'animal n'était pas agressif, elle avait beau être une jeune scorpiro assez forte pour se débarrasser d'une chouette ou même d'un aigle d'un seul coup de queue, ce regard la mettait mal à l'aise. Pire, elle en ressentait une sorte de culpabilité inexplicable. Alors, elle reprenait du nectar fermenté et attendait que son effet lui fasse oublier la présence de l'oiseau.